Bonjour à tous, merci à Madame Delforge et à votre association pour son invitation et votre accueil. Alors le titre de mon intervention, la première de cette riche journée, problématique actuelle des espaces ruraux français, enjeux d'aménagement et de développement. Alors, mon objectif en 45 minutes n'est pas de dresser un tableau des campagnes françaises, il est de questionner ce qui est en jeu dans ces campagnes, dans les campagnes de France métropolitaine. Qu'est-ce que leurs acteurs, dans leur diversité, ont à gagner ou à perdre à travers ce qui s'y passe, à travers ce qui s'y transforme. Par acteurs de la fabrique des territoires, on entend les élus, les aménageurs, les chercheurs, les experts, les entrepreneurs, les habitants, les usagers non résidents, les associations, etc. Autrement dit, il me revient d'identifier quels sont les principaux enjeux d'aménagement et plutôt d'ailleurs de développement des campagnes françaises à partir des problèmes qui s'y posent. Alors, les campagnes françaises, vous le savez, figurent un objet d'étude éminemment pluriel, un objet difficile à cerner, un objet fuyant. Nous portons sur ces campagnes des regards ambivalents, lestés de nos représentations, lesquelles résultent de nos trajectoires socio-spatiales et vont guider nos pratiques, nos comportements. Les campagnes françaises sont à la fois des espaces connotés plutôt positivement, depuis en particulier la Renaissance rurale. J'ai un faible évidemment pour ce travail, cet ouvrage 1990 de Bernard Kaiser, en passant par Au bonheur des campagnes et des provinces françaises de Bertrand Hervieux et de Jean Viard, qu'on entend beaucoup ces temps-ci, pour Jean Viard. Et les campagnes françaises donc apparaissent comme des espaces auxquels on prête des atours, des attraits que j'égrainerai au fil de mon topo. Plusieurs enquêtes d'opinion à intervalles réguliers le montrent. Un sondage IFOP pour l'association La Confédération Famille Rurale il y a un an, en octobre 2018, révèle que 81% des sondés, j'aime bien quand les taux sont aussi marqués, estiment que vivre à la campagne représente la vie idéale. C'est un sondage. Mais des campagnes françaises peuvent aussi être connotées négativement. Lorsqu'une crise économique, celle de 2008 dernièrement, vient révéler les faiblesses de certaines d'entre elles, en proie à la désindustrialisation, à la fracture numérique ou à la réorganisation, parfois à la suppression, mais surtout la réorganisation de services publics par l'État, en fermant ces temps derniers, par exemple, des trésoreries rurales, et surtout en dématérialisant quantité de démarches administratives. Donc, on tangue souvent entre euphorie et misérabilisme. En fait, il s'agit toujours de préciser de quel type de campagne nous parlons. À ce titre, j'ai un faible pour une typologie oubliée, celle des trois, assez oubliée je trouve, celle des trois visages de la France rurale qu'avait proposé en 2003, donc c'est ancien, la CGESA, avec trois grands types, lesquels sont toujours subdivisés en deux sous-types, les campagnes proches des villes, les campagnes les plus fragiles, et puis les nouvelles campagnes à la croisée des chemins. Cette typologie montrait que la situation socio-économique des campagnes de France métropolitaine est très variable, selon leurs contextes régionaux, selon les types de bassins d'emploi, selon les types de bassins de consommation. Ces campagnes, elles relèvent d'une mosaïque de situations, sans déterminisme ni fatalité. Elles connaissent parfois des renversements de situation, ce qui complique leur étude. On observe de grandes disparités intra-rurales. Deux exemples, et je pourrais les multiplier presque à l'infini, s'agissant des places d'accueil au titre de la petite enfance, entre le territoire rural le moins bien fourni et le mieux doté, l'écart va de 1 à 10. En matière d'expression démocratique, il existe des votes ruraux, et non pas un vote rural, comme on a tendance à le dire, un vote que l'on qualifierait de conservateur, de réactionnaire parfois, par opposition à un vote urbain. Non, il y a des votes ruraux, lesquels dépendent de nos statuts socio-professionnels, de nos trajectoires socio-spatiales, de nos appartenances, et d'un village à un autre, tout proche, les scores, les résultats électoraux peuvent varier grandement. La tendance, je vais insister sur ce point, est à dématérialiser les espaces ruraux avant de les vivre, à les penser avant de les éprouver, à les désirer avant de les épouser, à les étiqueter avant de les étudier. Or, cette tendance, me semble-t-il, est à l'origine de divergences entre l'idéal, l'idée que l'on se fait de ces espaces, et le réel tel qu'ils sont. Et dès lors, ça peut causer des tensions, voire même des conflits d'usage, lorsque la réalité se heurte à la fiction.
On a tous en tête des exemples de plaintes, de recours en justice, de néo-ruraux, de vacanciers ou de ruraux contre le chant du coq, le bruit des clarines, l'odeur du fumier, etc. À tel point qu'un projet de loi visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été enregistré à l'Assemblée nationale le 11 septembre 2019. Les écarts observés entre idéal et réel sont le fait des intellectuels, des lobbies, des groupes de pression, je pense à cette Association nationale des nouvelles ruralités, des élus, des citoyens eux-mêmes, des médias, des publicitaires, des éditeurs. Quelques exemples. Pour les intellectuels, les penseurs, face à la difficulté que nous avons à penser le tout rural, on a tendance à le démembrer. Laurent Biotor, qui est une référence, invite à dissocier le géographique, à savoir les paysages, le social, qui renvoie au mode de vie et aux usages, du symbolique, les valeurs, et à distinguer la ruralité comme catégorie de sens de la campagne comme réalité géographique. Du côté des lobbies, des groupes de pression, de défense de la ruralité, on survend, me semble-t-il, souvent les campagnes selon la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien pour exister, et en même temps, on alerte sur les inégalités à combattre dans certaines campagnes. D'où une grande ambivalence. Chez les gouvernants, me semble-t-il, on feint, c'est mon point de vue, on feint souvent de croire au potentiel des espaces ruraux pour ne pas perdre leur voix, au moyen notamment d'un vocable qui relève, je dirais, de la positive attitude. D'ailleurs, c'est notre ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui en 2003 affirme, la France rurale est une chance pour l'avenir de notre pays. 2004, Premier ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, et naîtront en 2005 les pôles dits d'excellence rurale, adossés à la loi relative au développement des territoires ruraux. Chez les citoyens, chez nous, deux tendances. Soit on idéalise la vie à la campagne pour survivre, je pense, au quotidien du métro boulot dodo, et mieux aussi projeter en associant projet de vie et projet professionnel, en rêvant d'épanouissement, d'art de vivre. D'ailleurs, à ce sujet, certains anachronismes nous renseignent sur ce que nous recherchons, en mythifiant souvent les campagnes d'hier. C'est la pseudo-sociabilité villageoise, l'interconnaissance, l'entraide locale, etc., qui est souvent surfaite. Soit nous dénonçons la vie à la campagne pour justifier d'un échec et exprimer un sentiment d'abandon, de relégation, d'injustice, d'infériorité, d'enfermement. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis, n'est pas entonné, c'est la chanson de Gauvincer qui inonde les ondes s'étend depuis quelques mois déjà. Chez les médias, c'est pareil, on joue un double jeu, à la fois anxiogène et à la fois angélique. Souvenons-nous de la polémique à la rentrée 2018 sur le dédoublement des classes de CP-CE1 qui se ferait en ville sur le dos des écoles rurales, aussitôt démenti par le ministre Blanquer qui lance une mission sur le rural. Autre exemple alarmiste, un détail, un exemple, le 17 octobre, c'est un mercredi 2018, à la une du journal de 13h de TF1, on ouvre sur la 7e édition de SOS Village, avec un reportage sur la disparition de commerces de proximité. Ce jour-là, TF1 diffuse un reportage à Chavagnac, 600 habitants en Dordogne, un village privé d'épicerie et même de bistrot, et le maire offre le café le matin à ses administrés dans la maison commune. A l'inverse, des émissions telles que Le village préféré des Français, animé par Stéphane Bern, on en est à la 8e édition, je pense, de mémoire, ou Nos terres inconnues, diffusé sur France 2 en avril 2018, 18% de part de marché consacrée aux Cévennes. Nos terres inconnues consacrées aux Cévennes, 18% de part de marché, et pendant l'émission, le site du département de Lozère, Lozère Nouvelle Vie, explose sous le nombre de connexions. Chez les publicitaires, j'ai un souvenir, je n'ai pas retrouvé l'image, mais le souvenir d'une publicité de RDF, Enedis aujourd'hui, qui comparait la campagne bocagère à un vitrail, donc à un patrimoine quasi artistique, pour vanter les efforts de RDF, donc Enedis aujourd'hui, d'enfouissement des lignes électriques. Et puis, dernier exemple, de ce regard ambivalent, les éditeurs de guides de voyage. 2016, Lovely Planet, c'est le premier éditeur mondial, classe l'Auvergne au 6e rang des destinations tendance, devant, pardonnez-moi, Hawaï et Cuba. Alors, voilà, l'idéal dépasse-t-il le réel? Je vous laisse le soin d'en juger. En tout cas, on constate que chacun d'entre nous, nous exerçons un droit de regard sur les campagnes françaises, qui représente de plus en plus une sorte de bien commun.
la mobilisation sur certaines zones à défendre et leur multiplication l'illustre. En fait, on y projette souvent nos intérêts particuliers. Je me souviens d'un bon ouvrage, peut-être aussi un peu oublié, en tout cas pas souvent repris en bibliographie, de Philippe Perrier-Cornet, datant de 2002, « À qui appartient l'espace rural ?» Alors, dans une société de l'image, du bling-bling, du buzz, cette dialectique idéal-réel sous-tend, me semble-t-il, un enjeu d'intégration sociale, un enjeu de vivre ensemble. Ce qui est en jeu ici, c'est une resocialisation, à savoir réussir à faire ou à refaire société. Cet enjeu, il concerne les campagnes où faire territoire relève de l'être, devenir soi, être ensemble, partagé, plutôt que de l'avoir, posséder chacun. Il s'agit de campagnes désinhibées et en projet. Des projets individuels, nombreux, qui viennent alimenter un projet plus global, un projet de territoire, comme construit social et solidaire, en vue d'une existence qui serait harmonieuse et épanouissante. Des exemples en Ardèche, dans la Drôme, etc., fourmillent. Cette tendance à dématérialiser les espaces ruraux, à renchérir leur représentation, souligne aussi, et ça nous concerne en premier lieu, un enjeu de connaissance, un enjeu de définition de ces espaces, pour, à force d'enseignement, parvenir à rectifier, si besoin, ou à faire converger l'idéal et le réel. Connaître est nécessaire pour mieux agir, reconnaître est important pour concerner, mobiliser, impliquer le plus possible d'acteurs des territoires ruraux. Les risques d'une méconnaissance ou d'une non-reconnaissance sont ceux d'une part d'un inconfort intellectuel, celui de rester dans le flou, et d'autre part l'incitation à une forme de communautarisme rural qui revendiquerait les particularismes d'identité. Je vous cite Éric Fotorino, le rédacteur en chef du 1, qui consacrait en mai 2018 un numéro au nouveau visage de la campagne, évoquant ces morceaux de France qui échappent aux grandes villes, dit-il. Il remarque que la métropolisation laisse peu de place à une perception fine de la spécificité et des besoins des habitants, de ce qu'on appelle un peu vaguement la campagne. Il est difficile, dit-il, de donner un visage lisible à la ruralité, et il soulignait l'enjeu, je rejoins, l'enjeu est pourtant là, connaître ce qui se joue loin des cités mastodontes qui captent la lumière et le gros des crédits, ça c'est discutable, pour que ne se développe pas une France en marge, laissée pour compte, faute d'être comprise. En fait, on croule sous la connaissance. Il y a profusion de connaissances sur les espaces ruraux, et pourtant, ils n'en finissent pas de nous échapper au moment de les circonscrire. En tant que géographe ruraliste, notre insatisfaction, mais je pense qu'on est plusieurs, notre insatisfaction est permanente quant aux définitions, nomenclatures, classifications proposées par l'INSEE. Elles se succèdent, elles s'empilent, on fait avec. On utilise encore, parfois, souvent, le fameux seuil des 2000 habitants agglomérés au chef-lieu, hérité de la moitié du 19e siècle. Et on ne se défait jamais vraiment d'une approche par défaut minimaliste. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire, les ouvrages parus nombreux l'an dernier notamment le font, mais sans refaire l'histoire des zones de peuplement industriel ou urbain, date du début des années 60, qui intégraient les communes rurales, industrielles ou dortoirs dans ces ZPU, et stigmatiser le reste, à savoir le rural profond, expression connotée de l'époque. Ni l'histoire du zonage en aire urbaine, 96, puis du zonage en aire urbaine et en aire d'emploi de l'espace rural, 2002, qui dédouble l'espace français en un espace à dominante urbaine et périurbaine et un espace à dominante rurale, sur deux critères principaux, l'offre d'emploi et les mobilités de travail journalières. Mais j'ai en tête une approche qui m'avait plu, ancienne, 2003, celle de la structuration de l'espace rural par les bassins de vie. Cette approche avait le mérite d'être proposée par 3 instituts, l'INSEE, l'INRA et l'IFEN, et dégager ce qu'ils appelaient le référentiel rural restreint, à savoir 1745 pour 2003, bassins de vie des bourgs et des petites villes, dissociés des bourgs, des grandes agglomérations. Cette approche n'a pas été à ce titre renouvelée, mais l'INSEE a produit en 2012 un nouveau zonage en bassin de vie, dont la qualité rurale de ce bassin de vie est désormais déterminée par la classification qui nous vient de la Commission européenne, je cite, à partir de carreaux de 200 mètres de côté, on forme des mailles urbaines qui remplissent 2 conditions, une densité de population d'au moins 300 habitants par kilomètre carré et un minimum de 5000 habitants. Et les autres mailles sont considérées comme rurales. Entre-temps, en 2010,
on a eu le fameux nouveau zonage en aire urbaine, défini par l'INSEE et la DATAR, qui constituait, d'après Gérard-François Dumont, et je souscris, un meurtre géographique. Quand je l'ai découvert, j'étais assez irrité, agacé et un peu décontenancé. Selon ce zonage, la France, hors Mayotte, se subdivise en 3 catégories d'aires urbaines, les grandes, les moyennes, les petites, puis en autres communes, multipolarisées, et enfin en communes isolées, lesquelles sont hors de l'influence des pôles. Donc l'objet de ce zonage, c'était bien justement de graduer l'influence des pôles. Il n'empêche que pour moi, l'espace rural n'est même plus désigné, il est nié, alors même qu'on trouve des communes rurales, on regarde le fameux seuil des 2000 habitants, dans quasiment toutes les catégories d'espaces référencés. Et puis, 2015, nouvelle grille communale de l'INSEE. Donc toutes ces approches montrent bien la difficulté qu'on a à saisir ces espaces ruraux, à les définir. Nouvelle grille communale de l'INSEE, s'inspirant d'Eurostat et en ricochet de l'OCDE, à partir d'un critère de densité. On écarte l'espace urbain, représenté par les communes très denses, lorsqu'au moins 50% de la population vit dans des zones d'une densité supérieure à 1500 habitants par kilomètre carré. Là encore, il y a un carroyage qui est effectué. Et on distingue 3 configurations d'espace rural. Alors tout de suite, je précise, il y a une configuration qui correspond aux communes de densité intermédiaire. En fait, ce sont les les petites polarités rurales. Ce sont les petites villes rurales, en quelque sorte, comme parfois on les appelle en usant d'un oxymore. Mais surtout 2 catégories qui les concernent, les communes peu denses et les communes très peu denses. D'un côté, les périphéries urbaines plus ou moins éloignées, et pour les communes très peu denses, les espaces les moins peuplés, dits communément les plus isolés. Au regard, si on associe ces 3 configurations rurales, donc, dont les petites villes rurales, et j'y tiens, j'y reviendrai, on arrive à 1/3 de la population française et 89% des communes françaises. Donc, selon les définitions, on accorde plus ou moins d'importance aux campagnes et à leur population. Il y a donc un enjeu de représentativité, et derrière ça, de pouvoir, d'une certaine façon. Selon les zonages, on peut aller de moins de 5% de la population française qui serait rurale à plus de 30%. En fait, le problème vient du fait que les espaces ruraux sont toujours pensés et définis du dehors, par l'urbain, qui joue avec eux sans en vivre. Et donc, depuis une sorte de centre immuable. C'est normal pour Jacques Lévy, qui nous dit que la France est fâchée avec le pays réel, dans une interview à Libération en 2013. Et le géographe, brillant, de provoquer en substituant le terme infra-urbain à celui de rural, pour spécifier un gradient d'urbanité. Le chapitre 2 de son ouvrage Réinventer la France est urbaine. C'est aussi ce que lisent nos étudiants. D'autres, en réaction, mettent en exergue l'hyper-ruralité. Je fais allusion là au rapport du sénateur Alain Bertrand en 2014, une expression qui correspond à l'exacerbation de ce qui ferait la ruralité sous un angle plutôt problématique et non pas vertueux. L'hyper-ruralité incarne la ruralité de l'éloignement. Et on identifie 250 bassins hyper-ruraux qui regrouperaient 5% de la population sur 1/4 du territoire national. Alors, quelques chiffres quand même. La population des espaces ruraux français a augmenté et augmente. Plus 5 millions d'habitants entre 1968 et 2014, surtout dans les espaces ruraux peu denses. Donc là, c'est la nomenclature qui est utilisée, c'est celle de l'INSEE de 2015, la grille de densité. Donc plus 5 millions d'habitants, surtout dans les espaces ruraux peu denses. La dynamique dans les communes très peu denses est plus contrastée. Les moteurs de ces dynamiques démographiques sont essentiellement migratoires, moins de départs, beaucoup plus d'arrivées. Alors, dans sa thèse, Pierre Pistre, 2012, nous dit que sur le plan démographique, une grande majorité des bassins de vie à dominante rurale connaissent des trajectoires irrégulières depuis 1968, mais à fin positive. 7 départements sont classiquement identifiés comme en décroissance démographique continue depuis les années 90 et font figure d'exception: les Ardennes, la Haute-Marne, les Vosges, la Nièvre, le Cher, la Creuse et le Cantal. Attention aux nuances, aux contrastes. La proportion de communes en décroissance chronique varie beaucoup, y compris au sein de territoires ruraux. Et puis attention aussi aux pourcentages se référant à des petits effectifs et donc qui peuvent être trompeurs. On note aussi une inflexion de la croissance démographique des espaces ruraux depuis la crise de 2008, avec beaucoup d'inconnus qui l'ont accompagné.
Alors, on vient de le voir, nos représentations, les différentes nomenclatures de l'INSEE ou encore certaines postures intellectuelles, celle de Michel Busseau par exemple, initiateur en 2012 de la revue Tous Urbains, peinent à rendre compte des réalités rurales françaises. Alors, finalement, notre questionnement, le questionnement d'aujourd'hui, a-t-il encore un sens? Est-il peut-être désuet face au primat de l'urbain? Il y a un enjeu symbolique, je pense, un enjeu symbolique. Pour moi, ne plus désigner comme tel l'espace rural, c'est déconsidérer ceux qui se disent ou se vivent ruraux. C'est les inciter à se revendiquer comme tels, c'est rendre les campagnes encore plus abstraites, les éclipser et finalement nous amener à les fantasmer plus encore. Alors, oui, je le dis, je le clame à mes étudiants, oui, l'urbanisation des campagnes par la diffusion des modes de vie urbains, tels que Étienne Julliard l'a étudié dans les années 1960, est ancienne. À tel point d'ailleurs que l'ouvrage Les ruraux français, que certains ont peut-être lu, de Robert Chapuis chez Masson en 86, sonnait déjà faux. Oui, les campagnes gravitent plus que jamais dans un système dont le métabolisme est métropolitain. Oui, je cite Martin Vanier, oui, la ruralité est morte 3 fois, comme monde économique autonome, en tant que catégorie sociale en soi et en tant qu'espace politique pertinent. Oui, le ruralisme, comme l'agrarisme autrefois, est périlleux et discutable, je m'en défends. Mais si le rural n'existe plus, les campagnes ont leur existence propre. C'est une petite phrase dans l'éditorial de mémoire du numéro d'Alternative économique consacré il y a un an aux campagnes françaises. Au programme du CAPES, le sujet indique bien les espaces ruraux français, enjeux et acteurs. L'article défini laisse bien à penser qu'ils existent en tant que tels. Alors, si l'expression de campagne vivante n'avait pas été confisquée par les géographes de l'Ouest français, je l'utiliserais volontiers, car c'est ce qui les rend vivantes, ce qui les rend vivantes, ce sont des faisceaux d'initiatives, individuelles et collectives, d'acteurs variés en faveur d'un développement plutôt local, ancré dans des terroirs, des territoires plutôt particuliers, qui s'appuient sur des ressources humaines, économiques, environnementales, patrimoniales et culturelles. Les campagnes sont des espaces d'innovation, technique notamment. Les révolutions agricoles, il sera notamment question, j'imagine, cet après-midi, le montrent en empruntant à la haute technologie, pas toujours à bon escient. Les campagnes françaises sont des espaces d'initiative positive. Elles y fourmillent, même là où on l'imagine mal. Elles donnent de la valeur aux territoires ruraux. Ces campagnes en mouvement, ces campagnes parcourues de bonnes ondes, ce sont celles du magazine trimestriel L'Esprit Village, qui va, depuis plus de 20 ans, dit-il, à la rencontre de ruraux heureux qui enchantent les campagnes de leur énergie positive. Ce n'est pas la généralité des campagnes françaises, mais elles existent, ces campagnes-là aussi. Son mérite à ce magazine, au même titre que l'émission Carnet de campagne sur France Inter, est de nous révéler ce que les approches statistiques officielles ne savent pas voir, peut-être ne veulent pas voir, parce qu'elles sont aveuglées par le grand, par le conventionnel, par le standard, par le concentré. Il existe donc des centaines de projets et d'actions innovantes de très petite taille et dont les finalités convergent pour répondre aux besoins des habitants, ou des gens de passage, si je puis dire, que ce soit en matière de relocalisation de l'alimentation, d'agroécologie de circuits courts, de qualité de l'habitat et d'urbanisme rural, d'accompagnement du vieillissement, d'éveil de la petite enfance, de lutte contre l'exclusion, etc., etc. Ces initiatives doivent concourir à rendre les individus plus libres et plus heureux, excite le Dornaout, mais aussi plus coopératifs à l'échelle de micro-collectifs. Elles participent de l'éco-développement, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire. S'invente dans ces campagnes le nouveau génie rural, moins matérialiste que le corps d'État des années d'après-guerre. Alors, ces initiatives, elles témoignent d'un rapport singulier à l'espace. J'insiste sur ce point. En effet, dans la Renaissance rurale, en 1990, Charmant Collin, un ouvrage décisif, Bernard Kaiser écrivait, j'aime faire travailler mes étudiants sur cette citation, « La ruralité n'est ni le contraire de l'urbanité, ni son prolongement, ni la dégradation de son état ancien, ni sa résurgence. » Il balayait donc l'idée d'une dualité, d'une continuité, d'une relique ou d'une réapparition. La ruralité est bien singulière. Et dans le sillon, si je puis dire, de Bernard Kaiser, on peut étayer l'idée que la ruralité repose sur une forme particulière de rapport des hommes à l'espace dans les campagnes.
même si ce rapport à l'espace va différer d'un type de campagne à l'autre, selon qu'on est dans une campagne urbaine, pour reprendre l'expression de Pierre Donadieu, paysagiste, ou qu'on est dans une campagne, entre guillemets, isolée, pour ne pas dire profonde, selon la terminologie de l'INSEE. Ce rapport à l'espace, j'y tiens, je défends cette idée, en tout cas j'y souscris, est physique. Il est même charnel pour ceux qui travaillent la terre. Parmi les attributs qu'il renaît aux campagnes, Martin Vanier, et on ne va pas dire de lui que c'est un ruraliste, évidemment, avance le fait qu'elle nous relie au vivant, à la terre, aux animaux, aux végétaux, à l'eau, à l'air, aux saisons, au temps qu'il fait en plein air. Je pense à l'activité décriée, mais courante dans la région, de la chasse. Et pourquoi pas de la photographie animalière. Et là, je pense à la pratique de l'affût que le Sylvain Tesson, lui aussi parfois décrié, met en lumière dans La Panthère des Neiges. Ces campagnes, elles nous offrent une matérialité concrète, quand la ville a tendance à la dématérialiser. Cultiver son potager selon les usages de la biodynamie nous reconnecte avec la Lune, avec son cycle, loin de toute pollution lumineuse. À la campagne, Benabar 2009, il y a toujours un truc à faire, aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires, comme les maisons du même nom, c'est secondaire. C'est une vision partielle, évidemment. Cet espace rural, ces espaces ruraux, on les arpente, on les parcourt, parce que les déplacements s'imposent pour aller travailler, consommer. Tout y est plus loin, nous disent les ruraux, et j'y reviendrai. Et en même temps, le local est la matrice de l'espace rural, où l'on se tricote une familiarité avec les lieux, aussi éparses soient-ils. Quels sont les traits caractéristiques? Je pense qu'il faut les avoir à l'esprit. J'essaie de les communiquer à mes étudiants. Des espaces dits communément ruraux. Il y en a 5. D'abord, l'abondance relative du sol. Ensuite, la faible, en fait, la moindre densité, de même que la petite taille. Troisièmement, la dispersion, à l'inverse de l'agglomération. Elle rime avec éloignement, même relatif, et implique des déplacements en voiture individuelle le plus couramment. Et elle explique l'itinérance fréquente. La thématique des temps d'accès est très prisée pour expliciter les réalités rurales. En fait, là encore, il y a des disparités, jusqu'à l'extrême, jusqu'à cette notion d'enclavement, dont on ne parle plus beaucoup. L'enclavement des bassins de vie ruraux repose sur l'éloignement de plus de 17 minutes d'un pôle, c'est dans le rapport du sénateur Bertrand, de plus de 17 minutes d'un pôle urbain et de 10 minutes du pôle de service du bassin de vie. Un éloignement tout relatif. Après, on peut le décliner, Samuel le fait dans ses travaux par rapport à l'accès aux services hospitaliers, etc., etc. En fait, notre sensibilité au temps est accrue dans une société de l'immédiateté. Nous réclamons tout, tout le temps, tout de suite, partout. Quatrième caractéristique des espaces ruraux, l'usage agro-silvo-pastoral prédominant. Oui, l'agricole ne fait plus le rural, mais l'espace est encore la moitié de notre territoire consacré à l'agriculture. On peut y ajouter plus d'un quart consacré à la forêt. Cinquième élément caractéristique, la dépendance à la ville. Beaucoup de ruraux définissent l'espace où ils résident, ou qu'ils fréquentent, par le manque. C'est paradoxal pour des gens qui, pour certains, ont volontairement quitté la ville, sauf pour ceux qui en sont des captifs, et là j'y reviendrai. Ces 5 aspects-là contribuent à une certaine permanence des campagnes, mais les façons dont nous pratiquons ces campagnes se métamorphosent, car nous sommes de plus en plus interterritorialisés. En effet, au gré de nos besoins de mobilité, que ces mobilités soient contraintes ou désirées, nous tricotons, maille par maille, tantôt rurale, tantôt urbaine, tantôt périurbaine, notre territoire entre les territoires constitués, institutionnels, ces territoires de projet. On butine ce qu'ils ont de meilleur, à savoir des lieux éparses où habiter, travailler, consommer, nous distraire. La taille, l'amplitude de la toile interterritoriale que nous tissons ainsi varie en fonction de la valeur de notre capital spatial. Cette faculté à mobiliser les lieux et à articuler les échelles à notre profit. Cette faculté dépend de notre éducation, de notre culture, de notre condition sociale, de nos métiers, etc. Nos ancrages spatiaux, urbains, périurbains et ruraux, fluctuent sans cesse, sur une même journée, sur une même semaine, sur une même année, sur une même vie. Nous cédons de bon matin à la méditation de pleine conscience au pied de pommiers en fleurs dans le parc naturel régional du Perche, et en soirée,
dans les couloirs pourtant plats de la gare Montparnasse, nous courons sur les tapis roulants mis à notre disposition pour rallier notre appartement des beaux quartiers ou inversement. Attention néanmoins, ce nomadisme n'est pas le fait du plus grand nombre, j'insiste. On parle beaucoup de la figure des anywhere. Cette figure est minoritaire, même si elle va croissant. Elle correspond plutôt aux start-upers, aux indépendants, aux consultants, aux formateurs, etc., qu'aux ouvriers, aux employés, aux professions intermédiaires qui peuplent les plus nombreux, les territoires ruraux, méfiance-nous. Alors, au vu de ces situations que je viens d'esquisser, ressort un gros enjeu de cohésion territoriale. Et il y a 3 clés, au moins, qui conditionnent cette cohésion territoriale. Premièrement, la réarticulation commune-intercommunalité. Deuxièmement, la réciprocité entre métropole et campagnes alentours. Et troisièmement, la solidarité des territoires gagnants envers les plus fragiles. Alors, concernant la réarticulation commune-intercommunalité. D'abord, vous le savez, les communes françaises restent très nombreuses, même si leur quantité diminue, certaines ont fusionné, ce processus a été très localisé souvent, hein, je pense à la Normandie notamment, etc. Elles sont en général peu peuplées, ces nombreuses communes françaises. On a pour coutume de qualifier de petites les communes de moins de 3500 habitants, ce sont celles de l'Association des maires ruraux de France, et plein de chiffres là, mais en 2014, hein, plus de 50% des communes françaises comptent moins de 500 habitants. Mais leur population cumulée représente moins de 7% de la population française. Bref, notre l'espace français et les espaces ruraux français restent finement maillés administrativement. Seules 4 communes restent à l'écart des établissements publics de coopération intercommunale. Mais ces établissements publics de coopération intercommunale se sont rapidement recomposés, agrandis ces dernières années, sous la pression de l'État, avec une carotte financière, depuis la loi NOTRe en particulier, 2015. Ces intercommunalités se sont dilatées, elles marient le plus souvent urbain et rural, et ça va dans le bon sens, mais on a assisté à beaucoup de mariages forcés, dans lesquels les maires et leurs conseils municipaux ont eu l'impression d'avoir moins de prise sur les décisions d'aménagement et de développement. Ils se sentent souvent de déposséder du pouvoir, d'une certaine forme de pouvoir. Alors, le renouvellement de l'administration territoriale française rend-elle le pouvoir local fictif? Depuis notamment la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, lancée dès 2007, on a constaté une baisse des dotations de l'État aux communes, lesquelles souffrent souvent d'un budget insuffisant. En tout cas, les maires dénoncent, et moi je les écoute, je les entends, la baisse de leur capacité d'action. D'où d'ailleurs une certaine crise de vocation avant les prochaines élections municipales. Il n'empêche que les maires restent les élus préférés des Français. Et la commune, une maille de base pour les Français eux-mêmes. À tel point qu'à l'automne 2018, avant l'émergence du mouvement dit des Gilets jaunes, à rebours du mouvement accéléré de recomposition territoriale, une mission sénatoriale transpartisane avait pris l'initiative de 30 propositions pour revitaliser l'échelon communal, qu'elle qualifie de république du quotidien. Le Premier ministre, notre président, ces jours derniers, mais notre Premier ministre, à Eppe-Sauvage, en septembre, devant le congrès de l'Association des maires ruraux de France, a rappelé que la commune était le lieu de conciliation par excellence, et il s'est engagé à la défendre comme, je cite, patrie du quotidien, et à redonner du pouvoir et de la protection juridique notamment aux maires, à travers la loi engagement et proximité qui est en cours d'approbation ces jours-ci, si elle n'a déjà été approuvée, à voir. En tout cas, c'est ces jours-ci. Alors, je pense qu'on s'y perd un petit peu entre justement la commune, l'intercommunalité, et l'enjeu, c'est de réarticuler ça à travers des projets. Deuxième point, deuxième clé qui conditionne la cohésion territoriale, la réciprocité. D'après Martin Vanier, le principe de réciprocité, c'est l'antifracture, par opposition au nouvel égoïsme territorial mis en exergue par Laurent Davezies. Par réciprocité, il entend, Martin Vanier, l'activation des complémentarités. Alors ce n'est pas nouveau, mais on y revient. Qu'est-ce que j'ai et que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu as et que je n'ai pas? Tous les territoires ruraux ne sont pas égaux ni semblables, c'est une évidence. Il existe des différences irréductibles entre eux. Mais il importe qu'ils soient reconnus comme tous singuliers. Si leurs relations, notamment celles des territoires ruraux avec les métropoles, se construisent au nom sur la base de la réciprocité, alors
ils seront à égalité, bien qu'inégaux. La réciprocité, c'est, toujours selon Martin Vanier, l'augmentation de la force de l'action publique par son inclusion dans une action collective, plus globale, mêlant collectivités et acteurs privés, associatifs, coopératifs, etc. Il s'agit, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, de retisser des liens de complémentarité, de solidarité entre les villes et leurs campagnes. C'est une préoccupation ancienne, mais vivace. Je vous renvoie là au contrat dit de réciprocité, expérimenté par exemple entre la métropole toulousaine et le pays des Portes de Gascogne, qui couvre une partie du Gers notamment, ou entre Brest Métropole et le pays du centre-ouest Bretagne. Il convient en tout cas, et je pense dans notre enseignement aussi, de raisonner en termes de dialogue urbain-rural et non plus selon une dualité. Sachant, et j'insiste, et ce sont des discussions avec les étudiants qui n'ont pas cette représentation, que bourgs et petites villes, les fameuses petites polarités rurales, forment l'armature urbaine de proximité des espaces ruraux. Et là encore, je renvoie au scénario, le 4e scénario du travail de prospective de l'INRA, qui date de 2008, et qui s'intitulait Scénario des campagnes dans les mailles des réseaux de villes. Il me paraît pertinent, il allait dans ce sens, redonnant du poids, du crédit aux échelles intermédiaires. L'enjeu du développement économique, sur lequel j'insiste pas ici, parce que mes collègues traiteront de certains aspects, l'économie résidentielle, l'agriculture, etc. Donc l'enjeu du développement économique et de l'accès aux services est lié à cet aspect de la cohésion territoriale. Quelles ressources ces espaces ruraux ont-ils à valoriser et à échanger? Un cadre de vie, des ressources naturelles, des services environnementaux, des énergies renouvelables, des aménités, des espaces de ressourcement, etc. J'aime l'expression de Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, qui parle de la France sous influence rurale, par provocation évidemment. Donc, on est là dans l'esprit d'une hybridation des relations ville-campagne à travers des alliances locales. Troisième aspect, troisième clé de la cohésion territoriale, la solidarité entre les territoires gagnants et les plus fragiles. Alors, les lobbies ruraux, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, réclament plus de solidarité. Dans le rapport Nouvelle Ruralité, une ambition à partager, ils encouragent à la création d'un fonds national de cohésion des territoires. On aura une agence, y aura-t-il un fonds qui inclurait le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire avec un système de péréquation. En fait, si je cite Laurent Davzy, dans une note pour Terra Nova en 2017, il affirme que le monde urbain est déjà fortement solidaire du monde rural. Alors je vous passe sa définition du monde rural, on peut y revenir si besoin. Cet économiste très écouté argumente en avançant l'offre urbaine d'emploi qui profite aux ruraux, massivement. Il argumente en citant le poids de l'économie présentielle qui va capter les revenus tirés de ces emplois urbains et qui seront dépensés dans des territoires où les actifs ont une résidence secondaire ou dans les territoires qu'ils fréquentent au titre de tourisme ou au titre récréatif. Il ajoute même les transferts de pensions de retraite et d'aides sociales des villes vers les campagnes. Et même l'argent public qui transite par la paye des fonctionnaires en poste dans les campagnes. Et d'ailleurs, il conclut qu'il existerait une sorte d'idéal type du monde rural, citant le Massif central, les Alpes et les Pyrénées, où le nombre des actifs ruraux travaillant dans des aires urbaines est moins élevé. Bref, son interprétation évidemment fait débat, de même que les politiques, que l'existence de politiques publiques dédiées aux espaces publics. Ces espaces sont-ils réellement sous-dotés financièrement? Je ne trouve pas de travaux qui le démontrent clairement, en tout cas. Certains d'entre eux doivent-ils faire l'objet, ces tendances, de nouveau, d'une géographie prioritaire, telle que le préconise ce rapport Nouvelle Ruralité, une ambition à partager. De mon point de vue, ça me paraît un peu daté, cette géographie prioritaire, notamment des années 90. En fait, il y a débat notamment autour de la fameuse DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est en baisse partout depuis 2013, RGPP au passage, et qui est allouée aux communes par l'État, en fonction justement de la population, en quantité. Cette DGF diffère selon que les communes sont urbaines ou rurales, du simple au double, de 1 à 4 pour les établissements publics de coopération intercommunale à dominante rurale et les métropoles. Alors, ce qui fait dire à certains maires ruraux que leurs habitants valent 2 fois moins qu'un urbain. C'est oublier ce qu'on appelle les charges de centralité qui incombent aux villes, notamment. Alors, quand même, les territoires ruraux bénéficient de la solidarité nationale à travers des dotations spécifiques, dotation d'équipement des territoires ruraux, dotation de solidarité rurale, attribuée sous condition, bien sûr, aux bourgs-centres,
des fonds européens, au premier rang desquels le FEADER, etc. En fait, il y a un sentiment souvent vécu ou exprimé d'inégalité républicaine, qui renvoie à cette passion française, hein, selon l'expression de Philippe Estève, sur l'égalité de traitement entre les territoires. Il n'empêche que, pour contrebalancer l'argument des charges de centralité, qui explique le différentiel notamment de calcul de la DGF, certains, comme Samuel, qui rectifiera, mais montrent dans un café géographique, proposent de reconnaître des charges de ruralité, qui intégrerait les services écosystémiques rendus par les territoires ruraux, la gestion d'hydrosystèmes, les aménités environnementales, la présence de forêts qui représentent des puits de carbone, etc. Et le rapport nouvelle ruralité va plus loin. Il propose même de prendre en compte l'espace dans le calcul des dotations. C'est assez géographique et original en tout cas. Bref, moi je constate que les territoires ruraux passent à l'offensive parce que la meilleure défense de leurs acquis, c'est l'attaque. Dans un réflexe bien connu, leurs représentants, que l'on sait politiquement en surnombre par rapport à la population rurale, se tourne vers l'État pour, et c'est son rôle, qu'il veille à l'équité territoriale face au poids économique croissant et des régions urbaines et des métropoles. Il y a en effet des territoires ruraux qui ne répondent pas au canon de la compétitivité, selon la stratégie de Lisbonne, notamment Union européenne 2000. Donc l'État vient d'ouvrir ce qu'on appelle l'agenda rural, requalifié de nos campagnes territoires d'avenir, un vocable, je vais bien, tout va bien, et la promesse d'un comité interministériel ruralité début 2020. Alors j'en viens maintenant à l'enjeu de cohésion sociale, j'y reviens. Où que nous soyons, il importe de différencier ceux qui ont choisi une campagne pour y résider, y travailler, y séjourner, s'y distraire. Parmi ceux-là, il y a ceux qui s'y plaisent et ceux qui en souffrent. Et puis, il faut les différencier de ceux qui sont nés dans une campagne, sans en sortir ou si peu. Parmi ceux-là, il y a ceux qui s'y sentent bien, et il y a ceux qui s'y sentent piégés. Ces ruraux divers cohabitent souvent, dans des proportions variables, au sein d'un même territoire. Alors, premièrement, ceux qui ont choisi une campagne pour y résider, y travailler, y séjourner, etc. Parmi ceux-là, il y a ceux qui s'y plaisent, j'ai déjà insisté en évoquant leurs nombreux projets, ils l'ont choisi pour s'y reconvertir professionnellement, ils l'ont choisi pour y faire construire leur maison, en racheter une, la rénover, ils l'ont choisi pour renouer avec la nature. Je me souviens du témoignage d'un gamin dans le carnet de campagne qui expliquait pourquoi ses parents avaient quitté la région parisienne pour aller dans le Jura. Il lui avait promis qu'ils y trouveraient le lynx, qu'il renouerait avec le lynx. Voilà, c'était Indiana Jones. Bon. Et donc il y a tout ça. J'insiste pas trop sur eux. Même si, une fois que ces gens arrivent dans une campagne, ils ont tendance à vouloir protéger le cadre résidentiel qu'ils se sont offerts et deviennent très protecteurs ou protectionnistes. Voilà. Bon, d'où certains conflits aussi. Mais je voudrais en arriver à évoquer quand même ceux qui souffrent. Il y a des ruraux qui ont choisi la campagne, mais qui y souffrent. Parfois parce qu'il y a un malentendu, ils ont cru y trouver refuge, et en fait la vie est aussi difficile. Et puis il y a cette catégorie, alors là aussi ce sera l'objet de l'intervention de Samuel, mais je pense à Jean Viard qui évoquait sur France Culture récemment les périurbains, hein, les gens qui habitent cet espace rural, donc Samuel nous dira contrarié, et qu'il qualifiait de has-been. Ce sont ceux qui, après avoir été modernes, en accédant à la propriété à grand renfort d'emprunt, sont asphyxiés dans le royaume de l'automobile et fragilisés économiquement, et puis en plus stigmatisés par la bien-pensance écologiste. J'en viens maintenant, je fais vite parce que le temps va me manquer, à ceux qui sont nés dans une campagne sans en sortir aussi peu. Il y a ceux qui s'y sentent bien, no comment. Il y a ceux qui s'y sentent piégés, ceux qu'on pourrait appeler les captifs du rural, les aliénés, les prisonniers. Je renvoie là au... Alors, eux souffrent d'une double incertitude. Une incertitude quant à leur avenir personnel et une incertitude quant à l'avenir des campagnes dans lesquelles ils sont. Je renvoie là aux travaux de Benoît Coquart, qui s'est intéressé aux jeunes adultes. Son ouvrage paru récemment s'intitule « Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin », paru aux éditions La Découverte. C'est un sociologue de l'INRA qui étudie depuis plusieurs années les milieux ruraux et les classes populaires. Il s'intéresse aux jeunes adultes de ces campagnes finalement anciennement industrialisées, de ces campagnes du Grand Est français. Et qu'est-ce qu'il remarque? Eh bien, on porte d'abord sur ces campagnes deux regards. Soit un regard misérabiliste, au vu du style de vie de prétendus, j'ouvre les guillemets, bofs racistes, les petits blancs. Ce regard, on le retrouve plutôt à gauche.
Et puis il nous dit, on porte sur ces campagnes un regard aussi quasi empathique envers ce qui serait, entre guillemets, le vrai peuple à défendre dans une France oubliée, dans une France, entre guillemets, périphérique. Je renvoie aux travaux, là aussi controversés, de Christophe Guilluy. Mais lui observe qu'en réalité s'opère d'abord dans ces campagnes la division d'une génération. Il y a un tri scolaire, ça nous concerne, il y a un tri scolaire, un tri genré entre ceux qui partent, c'est-à-dire souvent ceux qui ont fait des études, et ceux qui restent. Les jeunes diplômés, nous dit-il, partent faire leur vie ailleurs dans des proportions, ça n'engage que lui, assez semblables au dernier exode rural d'après-guerre. Ceux qui restent sont plutôt celles et ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour être mobiles. Je pense que nous devons porter une attention accrue à ce public. Les jeunes ruraux ne sont pas tous des captifs, ne sont pas tous condamnés à l'exil, mais la jeunesse est souvent perçue comme un problème plus que comme une ressource dans les campagnes. Je trouve que quand j'ai préparé mon intervention, je n'avais pas connaissance de la parution de l'étude de la Fondation Jean Jaurès, Chemin d'avenir et IFOP, et puis hier soir, je me suis couché tôt pour être ici ce matin à l'heure, mais une émission Pièce à conviction sur France 3, bref, que je podcasterai si on peut dire. Bref. Alors quelques mots sur ces jeunes. D'abord, la jeunesse serait un impensé des politiques publiques locales. C'est l'angle mort des politiques en milieu rural. C'est ce que nous dit Bertrand Colli dans un numéro de la revue un peu confidentielle mais néanmoins intéressante, Transrural Initiative, qui était l'auteur avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, d'un rapport assorti d'un avis paru en 2017 sur les jeunes. C'est un angle mort des politiques en milieu rural. Et cet auteur, avec son équipe, encourage à la création d'une compétence jeunesse, 15-29 ans, qui serait territorialisée dans les communautés de communes. Ils encouragent à la création, dans chaque bassin de vie, de campus ruraux, de projets pour accompagner les jeunes dans leurs projets de création d'activités culturelles, etc. Et puis, ils encouragent aussi à l'accompagnement individualisé des élèves ruraux vers l'enseignement supérieur qu'ils rejoignent moins fréquemment. Évidemment, on se pose la question des moyens, mais ces jeunes ruraux souffrent souvent d'une invisibilité et on constate, plusieurs études sont convergentes, qu'ils optent plus souvent pour des études plus courtes, qu'ils s'orientent préférentiellement vers la voie professionnelle et qu'ils privilégient l'offre de formation de proximité au regard de freins financiers pour financer le logement, le déplacement, etc. Bref, le temps me manque donc je n'insiste pas, mais j'avais eu l'occasion d'intervenir auprès du mouvement rural de la jeunesse chrétienne qui est mobilisé aussi sur ces questions. L'enjeu, c'est d'inciter les jeunes à rester, à revenir ou même à en attirer en anticipant leurs besoins. Et puis, pour en arriver presque à la fin, j'aimerais évoquer deux processus qui affectent les campagnes françaises et qui relèvent de l'enjeu de cohésion sociale. C'est la paupérisation d'un côté et la gentrification de l'autre, parfois conjuguées sur un même espace rural. La pauvreté rurale a été encore peu étudiée. Elle est davantage qu'autrefois, mais elle l'est peu au regard notamment de la pauvreté agricole. Bien sûr, il y a l'aspect de cette pauvreté monétaire, quand les revenus sont inférieurs à un seuil, défini par l'INSEE, etc. Puis il y a la pauvreté en conditions de vie, qui renvoie au manque global d'éléments de bien-être matériel. En fait, en valeur relative, je dis bien en valeur relative, la pauvreté est supérieure dans les espaces à dominante rurale que dans les villes. Mais en valeur absolue, au regard du différentiel de population, ça fait toujours plus de pauvres urbains que de pauvres ruraux. Donc là, il y a une ambiguïté. Il n'empêche qu'elle est fortement élevée dans les communes dites isolées, en Corse, dans le Languedoc aussi, dans ses anciennes limites, dans la Creuse par exemple, on estime qu'un rural creusois sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. L'un de ces aspects, de plus en plus étudié, c'est la précarité énergétique, notamment. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la pauvreté rurale, c'est que c'est une réalité invisible. Les travaux du sociologue Alexandre Pagès l'ont montré. C'est une réalité complexe, c'est une réalité cachée. Mais c'est aussi pour ça que je profite d'être face à vous pour attirer votre attention dessus, comme je le fais avec mes étudiants. Cette pauvreté rurale a tendance à se diluer du fait, justement, du peuplement rural, de sa fréquente dispersion. C'est une pauvreté qui est tue, qui est muette, qui est honteuse. Un souvenir, un reportage sur les restos du cœur, leur itinérance, etc. Et je me souviens de cette mère célibataire, ouvrière, qui va au devant de la camionnette qui distribue les colis pour pas que ses voisins puissent l'identifier et la stigmatiser comme bénéficiaire. Vous voyez ? Donc, en fait, on souffre dans ces campagnes de la peur du candidaton. Vous allez me dire, c'est pareil en ville. Je ne suis pas d'accord. Je dis souvent à mes étudiants, en ville, la pauvreté, elle vient toquer à votre carreau, au feu rouge.
vous avez une pièce, mon bon monsieur, où vous prenez les pieds dans un mendiant, comme on disait autrefois, à la sortie de la boulangerie. À la campagne, ça n'est pas le cas. J'ai mis au défi, mes étudiants me trouvaient telle manifestation. Bref, la pauvreté, en fait, est liée aussi au relatif éloignement des dispositifs d'aide sociale, à la baisse du nombre des travailleurs sociaux sur le terrain, et à la nécessité. Alors, finalement, ça renvoie à la nécessité pour beaucoup d'associations de se mobiliser. Je pense au secours populaire, au secours catholique, etc. Alors, cette pauvreté rurale, qui concerne-t-elle? Des retraités âgés, aux faibles pensions. Je pense au cas des veuves d'agriculteurs, même si on a revalorisé, etc. Mais on reste loin du nécessaire vital, j'ai envie de dire. Elle concerne des éleveurs extensifs, par exemple, dont les revenus dépendent beaucoup de subsides européens. Elle concerne des mères célibataires, ouvrières employées, de jeunes adultes aux emplois souvent sous-qualifiés, liés à leur parcours scolaire qu'on a évoqué, à des saisonniers ruraux, à des travailleurs à temps partiel, des intérimaires, des chômeurs, des allocataires du RSA, des handicapés, etc. Et puis, cette pauvreté, attention, elle peut résulter, je l'évoquais tout à l'heure, parfois d'un malentendu. C'est-à-dire des gens qui ont pensé qu'ils pourraient trouver refuge à la campagne et se heurtent à la réalité. Et parfois un manque de solidarité. Et puis, elle peut relever d'un choix. Et alors là, faire attention, on voit, certains travaux l'ont montré, poindre une catégorie de néo-ruraux un peu minimalistes, adeptes de la sobriété heureuse, et qui finalement pratiquent la décroissance, la déconsommation, l'autosubsistance. Ils seraient recensés, inventoriés comme des pauvres, mais finalement ceux-là sont presque des pauvres choisis, j'utilise des guillemets. Et puis, deuxième processus, par lequel je vais terminer, c'est la gentrification. Alors, comment traduire ce terme en bourgeoisement, implantation de ménages aux moyens financiers supérieurs à ceux des populations locales, qui souvent se doublent d'une appropriation, avec le risque, c'est d'un remplacement progressif de la population par éviction. En fait, ceux qui choisissent une campagne pour revenir y habiter ou y séjourner sur leur temps libre, et qui ont donc les moyens, un capital économique souvent plus élevé, vont provoquer, parfois, les travaux de Samuel le montrent, une montée en gamme des métiers du bâtiment, artisanat d'art, spécialisation, un renchérissement du foncier, du bâti, avec, Samuel le montre donc, l'observation de surcote de valeurs foncières ici ou là, et on peut citer le Perche, la Sologne, etc., le canton de Millevaches notamment, une privatisation de voies, où on a des patrouilles d'agents de sécurité, où les gens sans mur, sans grillage, le cas de la Sologne est souvent pris en exemple, une esthétisation des paysages avec une dénonciation forte des pratiques agricoles conventionnelles, mais aussi, donc, inconvénients et opportunités, des opportunités en termes de sauvegarde et de revalorisation du patrimoine, de renouveau de l'animation socio-culturelle, d'innovation économique à travers des créations d'entreprises, etc., et d'alternatives par exemple. En fait, ce qui est intéressant, et donc là encore je cite Samuel, c'est qu'on peut observer une sorte de chassé-croisé. Il évoquait dans certains de ses travaux, je pense que c'est dans un café géographique, qu'en Haute-Loire, on voyait se croiser, si l'on peut dire, les plus riches qui s'installent sur les plateaux et s'isolent, et les plus pauvres qui descendent dans les vallées. Et il y a cette image à la fois symbolique et réelle, on s'isole, on prend de la hauteur, au sens propre comme au figuré, quand on en a les moyens, financiers. Voilà, alors au final, ce sera le mot de la fin, j'espère pas être trop long quand même un peu, voilà, on a des difficultés dans les territoires ruraux à mixer les anciens et les nouveaux, les néo-ruraux et les ruraux-ruraux si on peut dire, les libres et les captifs, les pauvres et les gentrifieurs. Ça n'est pas facile, il y a un fort enjeu d'intégration sociale qui se traduit différemment selon les territoires ruraux, en se conjuguant avec des enjeux plus locaux. Ici, dans les campagnes proches des villes, la lutte contre l'artificialisation des sols, dans les campagnes anciennement industrialisées, la fameuse résilience économique, ailleurs la réduction de la fraction numérique, numérique, ou encore le renouvellement des générations, je pense à la Creuse, etc. Voilà, on a terminé. Merci. Merci Monsieur Lescureux pour ce brillant exposé. Je vais laisser maintenant la parole aux participants. Face à moi, si vous souhaitez réagir ou si vous souhaitez donc un éclaircissement particulier. Oui, bonjour. Je voudrais réagir parce que c'est un collègue du secondaire, mais je suis aussi élu local au sud de Compiègne, enfin à proximité, dans un village périurbain, le Meux pour être précis. Et je suis membre de commissions qui font la jonction rural-urbain avec Compiègne qui est devenue, depuis la fusion de communautés de communes locales,
immense extension vers le sud, en direction du Criois. Et bon, ce que j'aurais souligné, c'est quand même la finesse de votre analyse, elle est vraiment complètement retrouvée toutes les thématiques, en particulier les tensions générées dans les fusions forcées, entre guillemets, comme vous le soulignez, avec les élus ruraux qui se plaignent de la domination et des choix de la métropole de référence. Et bon, je ne veux pas m'éteindre ici, mais c'était juste sur un point. On parlait des tensions générées par les néo-ruraux, par les anciens ruraux. Et il y a peut-être un point sur lequel on peut le souligner, c'est on parlait de la pauvreté, la résistance de pauvreté. Elle est très forte, elle est invisible, comme vous le dites. Dans mon village, j'en ai eu témoignage direct avec le CCAS, les comités communaux d'action sociale qui sont en première ligne là-dessus. Et on voit l'augmentation de taux de pauvreté au fil et à mesure depuis 2008, en particulier. Les impacts de la crise se font particulièrement sentir. Alors voilà, c'était juste un point supplémentaire d'approche que vous l'avez fait de manière très fine. Voilà. Merci. Juste un mot pour réagir, je souscris. Mais par exemple sur la pauvreté, bon, on sait qu'elle est difficile à appréhender, à mesurer, à chiffrer. Moi, donc, vous verrez dans le numéro d'Alternatives économiques consacré aux campagnes, les campagnes sont de retour, il y a quand même une interview du directeur de l'Observatoire national des inégalités territoriales qui nous dit que cette pauvreté rurale serait surestimée. Alors il n'argumente pas vraiment, mais j'ai quand même été choqué. Voilà, elle serait surestimée. Voilà. Par contre, voilà, j'insiste, y compris auprès des étudiants ou des élèves, parce qu'on est avec cette idée d'une campagne quand même souvent idéalisée. Hein, le bonheur est dans le pré. Et sauf que voilà, on souffre parfois en silence. Maintenant, il ne faut pas non plus l'exagérer et tomber dans une vision misérabiliste. Oui, moi aussi, je vais parler. Je suis aussi un élu, maire même. Donc moi j'ai une question, alors d'une très petite commune rurale, j'habite en Thiérache, pour ceux qui connaissent. Moi ma question est très simple. Aujourd'hui on se pose tous la question de notre avenir en tant que petite commune. Vous l'avez très bien dit, donc nos possibilités financières se sont considérablement diminuées ces dernières années. Donc notre réflexion collective, c'est faut-il aller vers un regroupement de nos petites communes? Donc moi on a des avis très divergents sur ce sujet. Moi j'aimerais connaître le vôtre. Est-ce que le regroupement des petites communes est susceptible d'améliorer leur situation ou pas? Voilà la question. Merci pour votre question. Alors oui, mon avis est assez simple. Je suis favorable, mais pas au regroupement selon des critères quantitatifs. Dans la loi NOTRe, il y a des seuils. C'est-à-dire qu'on estime que la taille minimale aujourd'hui d'une intercommunauté, ça doit être voilà, 15 000 habitants, etc. Moi, je ne comprends pas ça, parce qu'en fait, la clé, c'est le projet. C'est le projet de territoire, lequel territoire aura une échelle variable. Donc en fait, deux choses. Je pense qu'il n'y a pas de projet économique, notamment à l'échelle d'une commune, surtout quand elle est très petite, c'est une évidence. Donc pour qu'il y ait projet de développement socio-économique, il faut s'allier, se rallier, mais que ce soit volontaire déjà. Que ce soit volontaire et sur la base d'un projet commun. Alors ce qu'on note, c'est et ensuite, deuxième remarque, je vais faire ringard, mes collègues vont peut-être rire, mais je suis attaché à la commune. Je suis attaché à la commune alors que tout le monde dit voilà, maintenant village planétaire, etc. Mais je suis attaché à la commune, pourquoi? Parce que moi j'ai peut-être ce capital spatial, parce que j'ai eu cette chance d'étudier, etc. Mais j'ai plein de mes amis, de mes voisins de palier, etc. Pour lesquels c'est l'échelon premier. Ils s'y accrochent, c'est l'échelon d'identification. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Interrogeons nos proches sur les compétences des intercommunautés qui sont les nôtres. Qui fait quoi, pour qui on paie les impôts locaux, etc. Il y a une méconnaissance. C'est grave, c'est presque gravissime, parce qu'on est quand même 25 ans après cette réforme de l'administration territoriale. Et voilà. Donc deux choses. La logique du projet en premier lieu, et sur la base du projet, notamment cette notion d'interterritorialité de Martin Vanier, d'être capable, pour résoudre les problèmes, d'allier des territoires pour la résolution de problèmes singuliers. Une question d'eau, 3 territoires qui s'associent, une question de transport en commun, 2 territoires, etc. Donc c'est ça. Par contre, j'insiste, et c'est difficile, c'est sur la défense de l'intérêt général. C'est-à-dire quand même, vous êtes élu local, donc respect, mais en même temps, il y a quand même des élus qui parfois tirent vraiment l'écharpe tricolore sur leurs intérêts, leurs petits intérêts, pardonnez-moi, dans l'optique d'une réélection. Donc là, il faut vraiment travailler à l'intérêt général sur la base d'un projet qui rallie le plus les communes urbaines, rurales, métropolitaines.
peut-être, mais sans forcer non plus. Parce que je veux dire, juste, tout dernier mot, sur l'intercommunalité, c'est mariage forcé. Faire travailler le rural, l'urbain, le périurbain ensemble, c'est nécessaire, d'accord? Mais on a constaté que certains élus locaux s'attendaient à une redistribution, un retour, d'accord? On n'en est plus à cette donne-là, c'est pas donnant-donnant. Sur certains sujets, les petites communes perdent, sur d'autres, elles gagnent, mais au final, il faut qu'elles soient gagnantes.